Sortie Week-end, une présentation de Nouvel Horizon. Dans le cadre de ces vendredis intimistes, le Conseil des arts et de la culture de Shawinigan-Sud vous invite à voir le spectacle de l'accordéoniste Steve Normandin ce vendredi à 20h. Le studio Théâtre L'Escabelle vous offre d'assister à la performance de Serge Brosseau, Muse Première Étude, et samedi et dimanche à 15h30 en après-midi. Et le maquisard vous offre un hommage à Pink Floyd vendredi de 21h. Les sorties week-end d'une présentation de Nouvel Horizon. Cet été, soyez prêts à voir de grandes choses. C'est parti! Il suffirait de presque rien, peut-être. De la grande chanson française. Je vais et je viens. De grands noms amoureux de la chanson. Croyez-vous que je sois à l'eau? Et Monique Giroux, une grande animatrice de la radio qui fait le grand saut à la télé. On se revoit au Cabaret des Refrains tous les vendredis, 20h. Radio-Canada, diffuseur officiel des Jeux Olympiques de Salt Lake City. L'accès Internet haute vitesse de Bell est à 21,50 $ par usager. Maintenant, tous les employés peuvent être en ligne. Ce soir au Téléjournal, pas d'élection au Québec avant 1 an. Il nous est apparu plus sage de consacrer l'automne essentiellement aux municipales et aux complémentaires. Gérald Larose recommande des pouvoirs complets et exclusifs pour Québec en matière de langue. Quand on est au plan linguistique au Québec, on n'est pas au Canada. Demande de sursis refusée à Timothy McVeigh. Le terroriste devrait être exécuté lundi. Et au point, peut-on expliquer l'attentat d'Oklahoma City? Un portrait du condamné à mort. Je crois qu'il va devenir un martyr. Le Téléjournal, avec Stéphane Bureau. Bonsoir. Bernard Landry est maintenant catégorique qu'il n'y aura pas d'élection générale au Québec cet automne. Le premier ministre veut plutôt laisser toute la place aux élections municipales dans les nouvelles villes fusionnées. Un sursis plutôt bien accueilli par Jean Charest et Mario Dumont. Dominique Poirier. Le premier ministre et la ministre des Finances convoquent les journalistes et annoncent que Québec investira 15 millions supplémentaires dans l'économie sociale. La question est sur toutes les lèvres. Est-ce une annonce préélectorale? Ça tombe bien parce que, puisque je suis là, je vais vous dire d'autres choses. Après avoir laissé planer la rumeur, Bernard Landry a décidé de la tuer dans l'œuf. Il nous est apparu plus sage de consacrer l'automne essentiellement aux municipales et aux complémentaires. Donc, pas d'élection générale à l'automne. Je constate que le gouvernement fait beaucoup de surplace. Les libéraux ne sont pas surpris. Les problèmes en santé, les fusions forcées font dire à Jean Charest que Bernard Landry aurait perdu ses élections. Et bien que le chef libéral n'ait jamais réclamé d'élection, il estime maintenant que le temps est compté pour le gouvernement. Au rythme où il va là, la question d'une élection générale va se poser éventuellement, peut-être plus tôt que tard. Mario Dumont de la DQ, pour sa part, est soulagé. Le fait qu'un parti comme le nôtre, qui est très fort au niveau des idées, mais qui a du travail à faire en matière d'organisation. Bernard Landry repousse peut-être l'échéance électorale, mais n'en soigne pas moins sa stratégie gouvernementale. Annonce dans les régions, relance du projet Churchill Falls, il a aussi rapidement atténué l'impact financier du déménagement de ses bureaux à Québec. Et par ailleurs, il ne craint pas, dit-il, que le temps puisse favoriser la création d'un éventuel parti de gauche. Non, moi je suis un démocrate et je pense que les idées doivent circuler. Les élections municipales à l'automne étaient clairement un obstacle à une élection générale. Mais Bernard Landry veut aussi se donner du temps, et il en a. Théoriquement, il peut demeurer premier ministre jusqu'à l'automne 2003. Et selon lui, les Québécois ne sont pas pressés d'aller aux urnes. Dominique Poirier, Radio-Canada, Québec. Dominique, justement, il faisait allusion. Les projets de rénovation à l'Assemblée nationale sont révisés à la baisse. La tribune de la presse et les bureaux de la lieutenant-gouverneur n'auront finalement pas à déménager. La Société immobilière du Québec évalue quand même à près de 34 millions la facture totale de la rénovation du bunker et du déménagement du bureau du premier ministre.
Gérald Larousse insiste. Le Québec devrait avoir pleine juridiction sur la langue. Les droits linguistiques devraient être intégrés à la Charte québécoise des droits. Cette précision du président de la Commission sur l'avenir du français reçoit un accueil tiède à Québec et puis glacial à Ottawa. Il n'en est pas question, répond Stéphane Dion. On verra, dit plutôt Bernard Landry. Gilles Morin. La Commission Larousse propose que le Québec ait la compétence complète et exclusive sur la langue afin d'élever les droits linguistiques au rang des droits fondamentaux. La loi fédérale des langues officielles ne s'appliquerait donc pas sur son territoire. Cela impliquerait des changements à la Constitution canadienne. Très clair. On est dans deux régimes distincts. Quand on est au plan linguistique au Québec, on n'est pas au Canada. Cette proposition a rencontré un mur à Ottawa. Stéphane Dion la rejette du revers de la main. Il faudrait amender la Constitution pour faire une telle chose, madame. Alors, il n'y en est pas question. On fait un bon travail. Si le débat est mal engagé sur le statut juridique du français, d'autres aspects de la politique linguistique soulèvent des inquiétudes. Les anglophones se demandent s'ils continueront à recevoir des soins en anglais. On a peur de voir un recul dans l'accès aux services de santé. Le service qu'on reçoit maintenant serait maintenu ou est-ce que ça va changer? Il reviendra aux hôpitaux d'appliquer la loi du gros bon sens, leur répond Gérald Delarose, tout en rejetant la solution de créer des postes bilingues. Dans un autre domaine, l'approche proactive pour franciser les entreprises plaît aux patrons. Nous apprécions cette orientation-là. Mais pour d'autres, elle n'est pas assez contraignante pour être efficace. Dans notre compréhension de la loi, il faudra qu'il y ait obligation de résultat. Le gouvernement Landry ne veut pas s'engager tout de suite dans un nouveau débat sur la langue. Il préfère attendre les recommandations finales à la fin de l'été. Ça lui donnera le temps d'évaluer les réactions aux orientations que vient de lancer la Commission. Gilles Morin, Radio-Canada, Québec. Les gens de chez nous qui font carburer Ferrari. Plus tard à l'émission, Formule 1 et filière québécoise. Politique encore, Stockwell Day marche sur des œufs, à tel point que le caucus de l'Alliance canadienne n'a pas osé aborder le cas de Deborah Gray, une pionnière du parti qui, comme plusieurs autres, réclame le départ du chef. Mais à droite de l'Alliance n'est pas seul dans la tourmente. Le grenouillage s'étend maintenant aux conservateurs de Joe Clark. Patrice Roy. Même si Deborah Gray jugeait hier que Stockwell Day n'a pas ce qu'il faut pour être premier ministre, elle ne sera pas chassée du caucus. Suspendre Deborah Gray, une pionnière du parti, aurait mis de l'huile sur le feu, explique-t-on dans l'entourage du chef, et aurait entraîné, à coup sûr, d'autres départs. La question n'a même pas été soulevée au caucus. On voudrait maintenant, plus que jamais, attirer l'attention sur les libéraux. Mon concern essentiel est que les libéraux fédéraux, maintenant, peuvent faire beaucoup de choses parce qu'il y a d'autres articles d'intérêt dans les journaux. Par ailleurs, les discussions pour unir le Parti conservateur et l'Alliance se poursuivent et on se fréquente de plus en plus. Par exemple, cette réunion en soirée hier, qui devait être secrète, entre une quinzaine de députés de l'Alliance et du Parti conservateur. Côte à côte, Chuck Strahl de l'Alliance et Peter MacKay du Parti conservateur, qui ouvrent la porte à la formation d'un nouveau parti. Obviously, let's be very frank, our two parties don't have that appeal at the current time. Soyons francs, il dit. Aucun des deux partis n'est en mesure actuellement d'attirer une majorité de Canadiens. We're trying to find a way that we could someday be in the same party. Un pas en avant, deux pas en arrière. La danse avec les conservateurs et les alliancistes est compliquée. À preuve, ce matin, Joe Clark mettait les freins. Alors que le psychodrame à l'Alliance se poursuit, il semble de plus en plus clair que les efforts pour unir les deux partis s'intensifieront cet été. Peu importe ce que pourra en dire Joe Clark ou Stockwell Day. Patrice Roy, Radio-Canada, Ottawa. Et la droite canadienne n'est pas seule à chercher sa place dans un échiquier politique dominé par les libéraux. À gauche aussi, le NPD est en crise, à tel point que des ténors néo-démocrates comme Sven Robinson appellent à la création d'un nouveau parti. Christine Saint-Pierre.
Ce fut un plongeon dramatique pour les néo-démocrates aux dernières élections. De 23 députés, ils n'en comptent plus que 13. Les électeurs se sont tournés vers les libéraux. Et pendant ce temps, une nouvelle gauche se développe avec des préoccupations bien précises. Environnement, mondialisation, une clientèle qui échappe au NPD. On est un parti en crise maintenant, c'est très clair. Pour Sven Robinson, aux grands mots, les grands moyens. Il prône carrément la création d'un nouveau parti de gauche. Ce site web invite le NPD à se saborder lors du prochain congrès de novembre. Plusieurs syndicats, et non les moindres, appuient l'initiative, ainsi que des associations néo-démocrates et le député Sven Robinson. Il y a beaucoup de progressistes qui ne s'identifient pas avec le NPD, qui veulent une nouvelle voie, qui veulent travailler ensemble avec des progressistes pour créer une nouvelle voie et un nouveau parti. Et c'est ce qu'on cherche. Sven Robinson, adversaire au leadership d'Alexa McDonough, se garde bien de montrer du doigt sa chef, mais le résultat est le même. Moi, je suis surprise un peu. Il est si pessimiste. Je suis optimiste parce que nous avons maintenant un processus très, très actif, très dynamique, avec beaucoup de personnes. La chef néo-démocrate est aux yeux de plusieurs souvent à côté du sujet de l'heure lors de la période des questions. Et pendant la campagne électorale, elle n'a su parler d'autre chose que de santé. Les autres députés ont tant bien que mal tenté d'isoler Sven Robinson. Il n'a pas été juste, il n'a pas été honnête avec nous autres. Les libéraux terminent cette session parlementaire sans trop d'inquiétude. Depuis plusieurs années déjà, ils profitent de l'éclatement de l'opposition. Et voici que certains partis se dirigent maintenant vers l'éclatement. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Ottawa. Une question maintenant. La tragédie de Walkerton était liée aux compressions budgétaires massives du gouvernement ontarien. Le premier ministre, Mike Harris, devra en répondre personnellement devant la commission d'enquête sur cette affaire de contamination de l'eau potable qui, vous le savez, a coûté la vie à 7 personnes il y a un an. Un témoignage exceptionnel et aussi très attendu. Maxence Bilodeau. La dernière fois que Mike Harris est allé à Walkerton, c'était au plus fort de la crise. Le premier ministre avait alors promis que tout serait mis en œuvre pour découvrir les causes de la tragédie. Mike Harris va retourner à Walkerton dans quelques semaines, cette fois comme témoin dans l'enquête qu'il a lui-même instituée. Le juge Dennis O'Connor se penche maintenant sur les effets possibles des politiques gouvernementales sur la tragédie de Walkerton. Il a décidé que ce ne sera pas suffisant d'entendre des fonctionnaires ou d'anciens ministres. Le juge veut devant lui le chef lui-même, Mike Harris. It is important that we also call Premier Harris. La commission veut précisément interroger Mike Harris sur les transferts de responsabilités qui ont eu lieu du ministère de l'Environnement vers les municipalités. Le questionner également sur l'impact qu'auraient pu avoir les restrictions budgétaires. C'est une victoire pour les partis d'opposition qui affirment depuis le début que les coupes dramatiques au ministère de l'Environnement ont créé des conditions favorables à l'explosion de la crise de Walkerton. L'opposition dit que le gouvernement a même ignoré des avertissements lancés par ses propres fonctionnaires. And why did you make cuts at the Ministry of Environment that you were told would put people at risk? Mike Harris a toujours affirmé qu'il accepterait de témoigner devant la commission si on le lui demandait, afin, dit-il, d'établir les causes de la tragédie. We want the answers to these tragic events. Le juge O'Connor dit qu'il veut seulement établir des faits. Reste qu'il est tellement rare qu'un premier ministre soit appelé comme témoin. Sa simple comparution pourrait lui donner dans l'opinion publique des airs de culpabilité. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Toronto. Plus tard à l'émission, quand Hydro se propose de vendre un terrain dont vous pensez être le propriétaire. Et puis lendemain difficile pour certains résidents qui étaient aux premières loges pendant le sommet des Amériques. Bonjour, je m'appelle Martin. Voici le nouveau Garden Claw R réglable à position multiple. Sans vous pencher, le Garden Claw R vous permet de travailler la terre. Par un simple mouvement des poignets, les dents d'acier retournent le sol, même le sol argileux. Idéal pour le mélange de vos engrais et pour aérer la terre de vos plates-bandes. Je vous donne ma parole. Avec Garden Claw R,
Vous obtiendrez satisfaction. Disponible chez Renault Dépôt, Renault L'Entrepôt et les magasins participants Rénovateur Rona et Quincaillerie Rona. Il y a des choses que seul un prof peut voir. Enseigner, c'est s'engager de A à Z. Vous rêvez de la Californie? Allez-y avec seulement 25 000 milles aéroplan et une belle tenue de plage. Spécial jaune GM. Profitez des options gratuites. Des options gratuites, des éditions spéciales et un taux de financement à l'achat à partir de 1,9% chez vos concessionnaires Pontiac, Buick, GMC et Chevrolet Automobile. Le téléjournal Le Point à 300 à l'heure. Demain, une émission au rythme de la Formule 1 et du Grand Prix du Canada. Imaginez qu'un jour, Hydro-Québec vous informe qu'elle est propriétaire du terrain que vous croyez être le vôtre. Ben, c'est ce qui est arrivé à plusieurs propriétaires au lac Pont-Brillant, à Rawdon. Selon la Société d'État, ils occupent littéralement et illégalement des terrains qui lui appartiennent. Michel Morin. Comme 130 autres propriétaires avant lui, il y a 2 semaines, sous les menaces d'Hydro-Québec de vendre son terrain, Fernand Bernier a craqué. Il l'a acheté il y a 30 ans, puis là, il le rachète encore. Pour 5 000 $. C'est ça. Ça fait 32 ans que... Gaëtan Gagnon fait partie, lui, des irréductibles. Comme une trentaine d'autres propriétaires du lac Pont-Brillant, il refuse d'acheter une deuxième fois son terrain. Depuis le milieu des années 90, Hydro-Québec, qui refuse de produire ses titres de propriété, lui réclame 6 000 $ avec les frais. D'ici jusqu'au lac appartiendrait à l'Hydro-Québec. On parle de pratiquement le 2/3 leur appartiendrait de la longueur du terrain jusqu'à la rue, la différence. On le voit, c'est épouvantable. Hydro, qui a cédé l'administration de sa centrale à SNC-Lavalin, soutient à la suite d'un nouvel arpentage que les titres de propriété du lac Pont-Brillant sont faux, même si ça fait souvent plus de 30 ans que les 160 riverains en sont propriétaires de bonne foi. Il me demande d'acheter mon terrain lorsque j'ai été notarié, arpenté, mais même arpenté 3 fois et notarié 3 fois. Ici, Hydro-Québec réclame 800 $ pour une falaise. Ailleurs, on veut revendre presque tout le terrain de la propriétaire. Ici, en fait, la situation est grave puisque Hydro prétend que le terrain à partir du lac, y compris la maison et le terrain derrière la maison, leur appartient. Poursuivre les arpenteurs, poursuivre les notaires, ça coûterait plus cher que ce que réclame Hydro. Mais les 30 derniers propriétaires irréductibles du lac Pont-Brillant se sentent coincés. Ils n'en reviennent pas de l'attitude cavalière d'Hydro et de ses représentants. Michel Morin, Radio-Canada, Rawdon. Un accident tragique a coûté la vie à un jockey hier soir à l'hippodrome de Trois-Rivières. Un cheval a trébuché lors d'une course et l'homme a été écrasé à mort. François Saint-Onge. À la fin de la 10e course, hier soir, le jockey Serge Turenne a perdu la vie de façon dramatique, dans un carambolage invraisemblable. Dans le droit, après avoir fait un tour, il y a un des chevals qui il a tombé. Il y en a au moins 2 ou 3 là, qui n'ont pas été capables d'éviter la collision. Corbin venait de compléter la 9e course. Il est un des premiers secouristes arrivés sur les lieux avec les ambulanciers. Où l'accident est arrivé? Exactement vis-à-vis le poteau du 5/8e de mille. C'est le poteau blanc qu'on voit là? C'est en plein ça. Il y a des chevaux qui sont pris
un dans l'autre. Tu as 3-4 conducteurs qui sont étendus. Il y avait Pascal Bérubé qui était à l'intérieur de la piste qui se lamentait parce qu'il disait qu'il avait mal à une jambe. Il y avait Michel Bouffé qui se lamentait lui aussi. Il y avait Claude Girard qui, lui, sa soupe était complètement déchirée. Il est tombé, il s'est relevé. Probablement parce qu'il est moins pesant que tous les autres conducteurs. Il a eu une chance par rapport à ça. Il y avait Serre qui était face contre terre. Les ambulanciers travaillaient fort pour essayer de le garder animé. Ils ne voulaient pas qu'il perde sa connaissance. Tout ce que souhaite aujourd'hui André Corbin, c'est que le drame qui a coûté la vie à son ami ne soit pas inutile. Je perds un ami, je perds un confrère de travail, et puis ça va peut-être avoir pris cet événement-là pour sensibiliser plus le monde au métier qu'on fait vraiment. François Saint-Onge, à Trois-Rivières. Nouvelle ville, nouveau mode de scrutin à Montréal. L'automne prochain, les électeurs passeront donc à l'électronique. Les nouveaux appareils avaient été testés à l'occasion de récents scrutins dans certaines municipalités. En plus de l'exactitude, le système permettra de connaître rapidement les résultats. Donc, si la tendance se maintient, le nouveau maire sera déclaré élu à 20h30 au plus tard. Le Sommet des Amériques se traduit par des lendemains plutôt amers pour plusieurs citoyens et commerçants de Québec. Jusqu'ici, 1600 personnes ont demandé des formulaires d'indemnisation à la Ville, mais Julie Marcoux a constaté que plusieurs risquent d'attendre longtemps avant de voir un chèque. Des factures de déplacement en taxi, en autobus, des frais de location de voiture, voilà ce qu'a accumulé James Patek depuis le Sommet des Amériques. Pas étonnant, sa voiture a flambé lorsqu'un policier a tiré une bombe lacrymogène. James atterrit sur le banc et l'incendie a commencé ici. Résultat, sa voiture est une perte totale. James s'apprête à rédiger une demande d'indemnisation auprès de la Ville de Québec, mais on ne lui promet rien. En principe, il n'y a pas de montant alloué aux résidents qui étaient à l'extérieur du périmètre de sécurité. Personne qui nous conseille dans tout ça, on est tout seul. Sinon, il faut payer pour avoir du conseil auprès des avocats. J'ai déjà essayé, puis c'est toujours la même chose, il faut payer. James est sans voiture depuis 1 mois et demi. Il n'a plus les moyens de se déplacer en taxi. Il se sent bafoué dans cette histoire. Je sens qu'on est dans une société que personne ne peut prendre la responsabilité pour quoi que ce soit. C'est toujours, je vais vous référer à quelqu'un d'autre. André Dufour a un commerce sur la rue Saint-Jean. Le Sommet des Amériques lui a coûté plus de 20 000 $. Lui aussi doit remplir un formulaire de réclamation. On fait des recherches énormément parce qu'il faut chercher les chiffres de l'année dernière, puis compiler, puis calculer la possibilité d'augmentation au pourcentage. Faut tout compiler ça, puis les reçus que ça a coûté pour les dépenses, puis les gardiens qu'on a eus lors de ces 3 jours-là. Jusqu'à présent, la Ville de Québec a reçu près de 300 formulaires et l'ensemble des réclamations totalise environ 800 000 $. La date limite pour retourner sa demande d'indemnisation est le 15 juin. Les dossiers de réclamation seront ensuite acheminés vers Ottawa. Julie Marcoux, Radio-Canada, Québec. Alors, Jocelyne, est-ce qu'on peut compter sur du beau temps pour le Grand Prix ou est-il trop tôt pour le dire? Non, mais en tout cas, les essais, je peux vous dire tout de suite que vendredi, samedi, pour les essais, ça va aller très, très bien. Cependant, dimanche, le problème, c'est qu'il y a une perturbation qui va arriver du nord, qui devrait apporter plus de nuages, particulièrement en après-midi. Et à ce moment-là, il va y avoir des averses dispersées. Pour le moment, c'est le scénario, donc 40 de possibilité d'averses dimanche après-midi, mais ça, on peut confirmer tout ça demain soir, pardon. Bien, si vous voulez demain après-midi, mais gardons ça aussi pour la soirée. Voilà. À plus tard. Au revoir. Condamné à mort. Plus tard au point, Timothy McVeigh et les milices qui ont décidé de s'attaquer au gouvernement américain. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant. Plus fort, plus rapide, en un mot, le meilleur. Voici le nouveau Trailblazer de 270 chevaux de Chevrolet. L'utilitaire sport intermédiaire le plus puissant au monde. Le nouveau Trailblazer 2002 de Chevrolet. La route sans le doute. Depuis
les premiers pas sur la Lune. La surveillance par satellite confirme que les forêts d'Amérique du Nord ont pris une expansion de 20%. Un vrai pas de géant. Pour en savoir plus, appelez son frais ou visitez notre site. À 21,50 $ par usager. Maintenant, tous les employés peuvent être en ligne. Pierre est en retard. Il n'arrivera jamais à destination. Il a oublié, comme on oublie trop souvent, que rouler au-dessus de la limite permise pour gagner quelques minutes, c'est risquer sa vie. Toute une vie pour quelques malheureuses petites minutes. Truc numéro 7. N'oubliez pas, il y a des pizzas qui sont annuelles et d'autres qui sont vivaces. Il y en a qu'on sème, puis d'autres qu'on bouture. Il y en a même, comme la citronnelle, qui s'enracine dans l'eau. Jardin d'aujourd'hui, jeudi 19h30. 4000 pages d'éléments de preuve non fournis par le FBI n'ont pas convaincu le juge. La demande de sursis des avocats de Timothy McVeigh a donc été rejetée. Le terroriste d'Oklahoma City devrait être exécuté lundi prochain comme prévu. Notre correspondant aux États-Unis, Guy Gendron. Les avocats de Timothy McVeigh ne s'étaient pas présentés en cours pour demander un nouveau procès ou plaider l'innocence de leur client. McVeigh a déjà admis être l'auteur de l'explosion qui a soufflé l'édifice fédéral d'Oklahoma City il y a 6 ans, causant la mort de 168 personnes. Mais ils affirmaient que les 4000 pages de documents récemment découverts par le FBI pourraient mener à identifier des complices de McVeigh. Ils ont donc demandé au juge Mage de reporter l'exécution pour permettre de les analyser plus à fond. Or, le juge fédéral, celui-là même qui avait conduit le procès de McVeigh en 1997, a estimé qu'une éventuelle découverte de complices ne changerait rien au fait qu'il a été le premier instrument de la mort et de la destruction. La demande de sursis est donc rejetée. Extrêmement déçu, la défense a immédiatement annoncé son intention d'en appeler, présumément jusqu'en Cour suprême des États-Unis, une démarche que les experts considèrent peu réaliste. Le système a fait preuve d'équité, a estimé le procureur général des États-Unis, pour qui la justice doit maintenant s'exercer. Ce sera lundi matin 7 heures dans cette salle du pénitencier de Terre Haute en Indiana que McVeigh sera exécuté par injection. Une première exécution fédérale en près de 30 ans aux États-Unis, à laquelle près de 300 personnes, parents de victimes ou survivants de l'explosion, assisteront par retransmission en circuit fermé. Guy Gendron, Radio-Canada, Washington. Et on peut très certainement parler des risques du métier pour un toréador espagnol. Julian Lopez a été encorné par un taureau de 624 kilos. El Juli, considéré comme un des grands espoirs du monde de la corrida, a subi une profonde lacération à la jambe. Les médecins disent qu'il s'en tire à bon compte puisque la corne aurait pu facilement atteindre une artère importante. Nuit d'émeute à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Des immigrants originaires du Bangladesh ont affronté la police en lançant des briques et des bouteilles. Les manifestations feraient suite à l'arrestation d'un des leurs qui aurait été maltraité. La police nie tout mauvais traitement. Puis, jour d'élection générale demain au Royaume-Uni, notre correspondant Don Murray nous explique que la campagne qui s'achève a surtout été marquée par l'apathie du public. Une course de chevaux où il n'y a qu'un cheval. C'est comme ça que les preneurs au livre britanniques voient ces élections. Selon eux, le Parti travailliste a déjà gagné.
ils ont commencé à payer les parieurs. Tony Blair and New Labour win the dash to Downing Street by a landslide. Même le chef de l'opposition, William Hague, parle d'une large majorité travailliste. Une deuxième majorité massive, dit-il, pourrait être dangereuse pour le pays. En effet, le dernier panneau électoral conservateur est un constat d'échec. Faites éclater le bulle travailliste, demande-t-il. Ça a été une campagne ennuyeuse. L'événement le plus intéressant des 2 dernières semaines fut l'apparition de cet homme nu au dernier meeting du 3e parti, les libéraux-démocrates. Ce message, votez. C'était aussi le message livré par le Premier ministre Tony Blair, lui, tout habillé. Ces élections sont importantes, dit-il, il faut voter. Son ennemi est l'apathie. Lors de cette tournée électorale, il met l'accent sur la prospérité sans précédent en Grande-Bretagne. Il demande un 2e mandat pour tenter de réformer le système d'éducation, le secteur hospitalier et les transports, tous en panne. Ainsi, selon tous les sondages, les travaillistes gagneront demain une 2e majorité consécutive, ce qui marquera une première dans l'histoire du parti et du pays. Et cela sans avoir parlé de la plus importante question de l'heure. Faut-il abandonner la livre sterling pour la nouvelle monnaie européenne, l'euro? Cela, disent les travaillistes, fera l'objet d'un référendum d'ici 4 ans. Don Murray, Radio-Canada, Londres. Le choc terrible d'Oklahoma City a été double pour les Américains. Non seulement 168 innocents sont morts bêtement dans le pire attentat de l'histoire du pays, mais l'auteur du massacre ne correspond pas à la caricature qu'on aime faire des terroristes. En fait, c'est plutôt le contraire. Timothy McVeigh est un jeune Américain blanc de classe moyenne, sans passé criminel et apparemment sans histoire. La Cour a refusé aujourd'hui, on le disait plus tôt, sa demande de sursis et il devrait donc être exécuté lundi. Mais le malaise profond que révèle son geste n'a pas fini de hanter les Américains. Voici ce qu'ont préparé Guy Gendron et Marie-Ève Bédard. About a third of the building has been blown away. 19 avril 1995, 9 heures du matin. C'est toute l'innocence américaine qui s'effondre en même temps que la façade de l'édifice fédéral d'Oklahoma City. Il faudra plusieurs jours d'angoisse et d'espoir déçus avant de mesurer l'ampleur de la tragédie. 168 morts, le pire cas de terrorisme en sol américain de l'histoire. Mais on avait à peine commencé à évacuer les blessés que les soupçons se tournaient déjà vers un coupable présumé. La communauté islamique de la ville. One of the largest centers of Islamic radical activity outside the Middle East. C'est donc le choc lorsque le lendemain, la procureure générale Janet Reno dévoile le portrait robot des suspects. 2 hommes de race blanche. Il était très difficile pour les Américains de penser que ça pouvait être quelqu'un d'entre nous. Ça a été un réveil. Oui, ça a été un réveil et aussi une découverte. Un réveil dans le sens de se rendre compte que le terrorisme est universel. Et une découverte de tout le mouvement presque souterrain de milices, du fait qu'il y a ces organisations desquelles on savait très peu. Timothy McVeigh force l'Amérique à faire un examen de conscience. Celui que méprisent les foules est un soldat décoré par l'armée américaine. Un garçon sans histoire, produit de la classe moyenne, qui s'est associé à son retour du Golfe Persique à des partisans des milices d'extrême droite comme Terry Nichols, arrêté sur sa ferme du Michigan. Rien que dans cet État, il serait 12 000 miliciens qui se préparent à prendre les armes pour se défendre contre une attaque provenant de leur propre gouvernement. Our own government is our enemy. We have a tyrannical government that is out of control. Ils sont convaincus que Washington est contrôlé par les Juifs et les Noirs,
dans un grand complot avec les Nations Unies pour désarmer les Blancs américains. And we must defend ourselves with the very same weapons that the military has. Ce culte du complot s'appuie sur la mort de l'épouse et du fils du suprémaciste blanc Randy Weaver au terme d'un siège des agents fédéraux le 19 avril 92. Et surtout, il a été alimenté par la fin catastrophique du siège de Waco où 80 membres du culte davidien ont perdu la vie le 19 avril 93. Plusieurs des agents du Bureau des alcools, du tabac et des armes à feu ayant participé à l'opération travaillaient dans l'édifice d'Oklahoma City, le jour fatidique de l'anniversaire de ces événements, le 19 avril 95. La tragédie avait pourtant été annoncée en quelque sorte par ce livre, The Turner Diaries, trouvé dans l'appartement de McVeigh, un livre très populaire dans les milieux néo-nazis. On y parle entre autres de faire exploser un édifice du FBI à 9 h du matin en utilisant un camion loué. Celui de McVeigh était bourré de 2,5 tonnes d'explosifs. Il s'agissait pour lui de l'ultime geste patriotique, comme l'indique le T-shirt qu'il portait ce jour-là, une citation de Thomas Jefferson, « L'arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps à autre avec le sang des patriotes et des tyrans. » How dare you call yourselves patriots and heroes? Bill Clinton va s'insurger contre ce terrorisme héroïque qui puise néanmoins son inspiration au plus profond de l'âme américaine. Nombre de films ou de séries télévisées nourrissent la paranoïa à l'égard d'un gouvernement fédéral omnipotent et opprimant. Rappelez-vous, même dans le film E.T., comment les policiers et les agents fédéraux ont le mauvais rôle. Et aux États-Unis, la méfiance du gouvernement, de la police, le valeur de l'indépendance personnelle, le droit de porter des armes à feu, le désir que le gouvernement ne soit pas très puissant et très grand, est une valeur fondamentale de la culture américaine. L'individualisme américain. Exactement. We cannot allow our entire country. Dans la foulée d'Oklahoma City, le président Clinton a obtenu sans difficulté du Congrès des ressources considérables pour contrer la menace terroriste intérieure. Immédiatement, le budget du FBI augmente d'1,5 milliard de dollars par année. Le Bureau des alcools, du tabac et des armes à feu, que l'on voulait abolir, voit sa taille doubler. Washington finance l'ajout de 100 000 policiers. La sécurité est renforcée dans tous les édifices fédéraux. Même l'avenue Pennsylvanie, devant la Maison-Blanche, est interdite à la circulation automobile. Enfin, pour la première fois, l'armée se voit accorder un rôle d'appui aux forces policières. L'FBI, les polices d'État, l'FIF, les autres agences fédérales ont infiltré presque toutes les milices. Et il y a un réseau de personnes qui les informent de tout ce qui se passe, qui est très bien en place. Donc ce qu'il dénonçait, c'est réalisé grâce à lui. Oui, c'est ça. C'est ça. La surveillance. C'est ça, la surveillance maintenant est très étroite, comme je dis, dès Oklahoma City. Les États-Unis se sont transformés assez dans un état policier. Par son exécution dans cette salle aseptisée du pénitencier de Terre Haute en Indiana, McVeigh souhaite démontrer une fois de plus la tyrannie du gouvernement. Il a même tenté sans succès que la scène soit diffusée par les grands réseaux de télé. C'est en fait par la publication de ce livre le mois dernier que McVeigh a pu s'exprimer. Il y admet pour la première fois sa culpabilité, mais sans l'ombre d'un remords. Les 19 enfants déchiquetés dans la garderie, il les décrit comme des dommages collatéraux. Je comprends ce qu'ils ont ressenti à Oklahoma City, dit-il, et je n'ai aucune sympathie pour eux. I'd like to kill them. I really would. Au lendemain de l'explosion, cette femme qui venait d'y perdre 2 enfants réclamait la peine de mort pour le responsable. Your pain is unimaginable. Bill Clinton aussi s'engageait à exécuter le coupable dans ce qui sera la première exécution fédérale en près de 40 ans.
De tous les membres des familles des victimes invités à assister à la mise à mort de McVeigh, c'est moins du quart, soit environ 300, qui vont se présenter dans cette salle où l'exécution sera retransmise par la télévision en circuit fermé. Marsha Kite ne sera pas du nombre, elle qui a perdu dans l'explosion sa fille de 23 ans. I don't want to see that. I don't want to feel a part of putting someone to death. That, in some way, in my psyche, diminishes what he did to my daughter. And there's no way that I can get even if that's what I was thinking. There's no possibility of that happening. Bud Welch aussi a perdu une fille de 23 ans dans l'explosion. Depuis, ce catholique fervent fait campagne à travers les États-Unis contre la peine de mort, surtout celle de McVeigh, qui, croit-il, va se transformer en cirque. We will end up that night with a staged political event. C'est qu'on attend des milliers de manifestants pro- et anti-peine de mort, et aussi des sympathisants de la cause antigouvernementale au nom de laquelle McVeigh souhaite mourir. Je crois qu'il va devenir un martyr. La conférence des évêques catholiques reconnaît que ce n'est pas facile de s'opposer à la peine de mort dans le cas de McVeigh. This guy is bad news. Mais elle affirme que cela rend la tâche d'autant plus nécessaire pour les croyants. We say that everybody's made in the image and likeness of God, including Timothy McVeigh. As horrible as the things that he did and as awful as what not only what he did but his lack of remorse, he's still one of God's children. Un enfant comme les autres, que rien ne semblait destiné à devenir un terroriste, mais dont la personnalité s'est transformée radicalement après son passage dans l'armée, dit son père. I think about Timmy, and that's the one before he went in the service. I call him Timmy, and he's Tim now. That's what I think about when he was a kid and full of fun and everything else, and that's the one I think of. En prison, il a demandé à son fils de s'excuser avant de mourir, sans succès. He told me that if he apologized, it would be a lie. So he said he wasn't going to. Sur le site de l'édifice Murrah à Oklahoma City, il y a maintenant un mémorial où se retrouvent les survivants. Une arche indique l'heure à laquelle leur vie a basculé. Un plan d'eau symbolise le calme auquel ils aspirent. Mais pour plusieurs, c'est un puits empoisonné